est bon. Et vaudois. Oui, nous aussi. On y va alors. Bien. Madame, Monsieur, à mon tour de vous saluer toutes et tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette deuxième session. Cette deuxième session, comme d'ailleurs la troisième session, sera consacrée à des témoignages professionnels, à des expériences individuelles ou institutionnelles, à des échelles différentes, puisqu'on aura successivement des gens comme Cristina Bianchi qui relève d'une institution, d'une commune, d'une petite commune à l'échelle suisse, un peu moins de 20 000 habitants. On aura la métropole de Turin, on aura des institutions avec des composantes hybrides, musées, bibliothèques. Et puis, dans cette expérience, ces expériences, il y aura aussi des regards croisés avec M. Luquet et son collègue Gosselin pour la revisite ou la réinterprétation du musée savoisien. On aura aussi une conférence terminale avec Mme Pesenti Campagnoni et Ceresa sur le Musée national du cinéma à Turin, où là aussi 2 personnes se présenteront. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est que les 3 composantes qui composent l'arc alpin s'exprimeront ce matin. Peut-être qu'on est aussi dans des environnements politiques, historiques différents qui expliqueront peut-être des approches variées et qui expliqueront peut-être le poids de traditions importantes dans nos institutions. On fera une pause, comme l'a dit Mme Balesio, vers les 10h30. Et comme représentant suisse, je suis le gardien du temps, puis on part avec un quart d'heure de retard. Donc on essaiera de rattraper. On a été amené à modifier le programme, puisque notre collègue français, M. Galland, doit nous quitter à midi. Et il passera après Mme Bianchi, alors que M. Andrea D'Arrigo s'exprimera au début de la 3e session. Ce sera pour Jean Luquet, avant mon intervention à 15h. Voilà, je crois que pour les raisons pratiques, tout a été dit. Il y a juste peut-être l'élément que les conférences sont enregistrées, filmées. Alors, est-ce que Cristina Bianchi accepte cet honneur d'être filmée et enregistrée? C'est une double vaudoise, elle est vaudoise d'ici, et puis elle appartient au canton de Vaud. Donc aujourd'hui, effectivement, le quart d'heure vaudois s'exprime autant pour votre région que pour le canton dont elle vient. Alors, Cristina, à toi la parole. Ah, j'accepte d'être enregistrée, merci. Bonjour. Évidemment, vous ne connaissez pas Puyi. C'est une ville de moins de 20 000 habitants près de Lausanne, au bord du lac Léman, et à côté du Lavaux, qui est devenu patrimoine mondial des vignobles en terrasse depuis 2007. Alors, imaginez de pouvoir cliquer sur une base de données et voir apparaître la modélisation de cette villa romaine que nous avons à Puyi, construite par Polyacus au 1er siècle de notre ère, voir l'évolution sur le site romain de la colline et puis sa disparition au fil des siècles. Ensuite, l'évolution graphique du bourg médiéval de l'époque ici en 1800 jusqu'à aujourd'hui, avec son église et son cimetière. Et puis surtout, ce qui intéresse les gens, l'évolution architecturale du bâtiment du prieuré, encore utilisé actuellement, qui date probablement du XIVe siècle, qui était le logement de maître vigneron de la ville de Parierne, qui se trouve à 50 km, et ensuite de l'évêque de Lausanne, ensuite occupé par les Bernois et finalement par les soldats de Napoléon. Ou bien cliquer sur le nom Miliquet, qui est un nom typique de Puyi, et voir apparaître toutes leurs possessions au fil des siècles, les terrains achetés et vendus de la commune, les montants des impôts payés, le nombre de tâcherons employés pour la récolte dans les vignes, ceux qui traversaient le lac pour venir depuis Évian pour venir travailler, et par extension, cliquer sur le port et comprendre comment naviguaient les bateaux sur le lac Léman. Vous en avez un exemple, leur trajectoire, leurs marchandises. Ici, ils apportaient des pierres de construction.
et puis le montant des échanges commerciaux, etc. Est-ce que ça vous paraît encore utopique aujourd'hui? On pourrait le croire, mais ça existe. Je vais vous parler d'un projet qui, grâce aux avancées technologiques et du big data, a été instauré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, les PFL, et l'Université vénitienne de Ca' Foscari, qui ont lancé un projet en humanité digitale et qui permet évidemment à plus grande échelle que ce que j'aimerais faire à Puy. Venise est une ville prestigieuse, une des plus documentées au monde, non-stop, depuis 12 siècles. Et ça permet évidemment de faire toutes sortes de croisements entre différentes sources auparavant irréconciliables. Humanité digitale, Digital Humanities, je pense que vous savez ce que c'est, donc c'est un mélange dans le domaine de la recherche, d'enseignement et d'ingénierie au croisement de l'informatique et des arts, des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales. L'EPFL de Lausanne est vraiment un polytechnique à la pointe de la recherche. Donc, ce VTM, Venice Time Machine, a pour but de rendre interopérables des données concernant l'histoire au niveau environnemental, donc évolution de la lagune, rôle crucial dans l'histoire de la ville, évidemment, des données urbaines et architecturales, recréer une morphogenèse de la ville où sont 77 canaux et 455 ponts, des données humaines, démographie et échanges au sein de la lagune et de l'Empire maritime, et puis aussi au niveau culturel, tout ce qui est politique, commerce, évolution artistique, etc. Donc, pour vous donner une idée de la grandeur de ce projet, j'aimerais quand même vous passer une toute petite vidéo qui est en anglais malheureusement, mais voilà. Voilà. J'espère qu'on entendra le son. Non. Bon, c'est pas grave, c'est assez explicite tout seul. Donc 80 km d'archives, 12 siècles ininterrompus d'informations dans les archives d'État de Venise, une volonté de numériser tous les documents qu'il y a à Venise et de recréer virtuellement, à travers les peintures, les plans, les registres, l'historique. Donc on commence par scanner avec évidemment pas des scanners qu'on connaît nous, mais de pointe. Tout ce qu'il y a dans cette archive. On met des métadonnées derrière. On est en train de créer des logiciels de reconnaissance d'informations qui sont à la pointe du projet pour relier les informations entre elles. Et puis surtout, ça c'est la morphogenèse, recréer l'évolution de la ville. Ils l'ont fait pour le pont du Rialto jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on a une vision comme ça. Et remettre l'information aussi avec les peintures. Hein. Savoir la personne qui vivait là, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle avait. Et puis recréer l'endroit, le magasin, la façade de la maison où il habitait, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait, avec qui il parlait, quelles étaient ses relations avec d'autres pays. Voilà. Donc, ce projet transdisciplinaire de Venice Time Machine a été lancé en 2013 et propose une modélisation multidimensionnelle de Venise et de son empire méditerranéen. Son instigateur, Frédéric Kaplan, est un spécialiste, vous l'aurez deviné, en intelligence artificielle et il ambitionne de rendre interopérables des données concernant toute l'histoire de Venise.
Donc, ce projet, dans un premier temps, a pour but de reconstruire le passé, mais aussi d'offrir une meilleure compréhension de son présent et d'anticiper le futur. Comprendre comment elle a été construite pour mieux la conserver. Par exemple, le problème des pieux, où ont été mis les pieux, pourquoi, dans la lagune, et puis maintenant, versus qu'est-ce qu'on fait avec ces palaces flottants qui arrivent jusqu'à Saint-Mars et qui font trembler toute la ville. Frédéric Kaplan dit aussi qu'il permet de créer du bien commun. Donc les connaissances acquises seront mises à disposition en accès libre parce que le contenu numérisé doit être gratuit et accessible afin de permettre le développement de nouvelles méthodes d'analyse. Voilà, donc au départ, ça vous avez l'évolution de la superficie de Venise à travers les siècles, c'est un des premiers résultats de ce projet. Donc au départ, il a le rêve d'adapter les outils numériques du présent à l'exploration du passé. En quelque sorte, et ils le disent clairement, créer un Google Maps du passé qui nous montrerait comment était une ville il y a plusieurs siècles. Reconstruire un Street View du passé qui décrirait une rue typique du XVe siècle. Construire un Facebook historique documentant la vie quotidienne des bourgeois d'une ville, leurs liens et leurs activités. Par exemple, reconstituer non seulement la généalogie lointaine, mais les réseaux sociaux d'un doge de Venise. Frédéric Kaplan dit « Zoomer dans le temps et reconstituer le contexte riche et précis d'un jour et d'un lieu à un certain moment. » Donc c'est avec l'entrée en scène du temps comme principe d'indexation de l'information qui est une seconde révolution de l'Internet. Et ça, c'est vraiment annoncé. Les big data, grâce à la puissance de calcul des superordinateurs et la collecte massive de données, donnent des informations sur notre patrimoine culturel et permettent de projeter par simulation le passé et l'avenir. Évidemment, il y a des défis à relever par ce projet grandiose. Vous avez vu, c'est des archives immenses, très anciennes. On compte plus de 100 millions de documents administratifs exploitables. Et son corollaire, l'archiviste, on n'est pas beaucoup mentionné les archivistes dans ce projet, mais l'archiviste d'État de Venise dit quand même que c'est la conservation des documents très fragile qui est aussi un des résultats de ce travail. Donc, ils ont dû faire un classement des registres selon un ordre prioritaire d'intérêt scientifique. Ils ont dû mettre en place une chaîne de travail systématique. Et puis, une fois optimisé, ils espèrent que le système pourra numériser 300 pages par heure, soit un total de 2500 par jour, avec les métadonnées. Le deuxième défi, c'est la modélisation. Et c'est ça qui est le plus spectaculaire, probablement. C'est la reconstruction cartographique par l'organisation de grandes masses de données et techniques de visualisation interactive en 3D. Alors évidemment, il y a toute une gestion, et ils en sont bien conscients par rapport aux historiens, de l'incertitude intrinsèque aux données historiques, qui est due à la fiabilité ou non de ces sources, les erreurs de lecture et d'interprétation, les extrapolations sur lesquelles ils se basent pas mal, qui seraient basées sur des fausses hypothèses, et puis les erreurs dues à la numérisation. Le troisième défi, c'est la muséographie. Comment rendre compte de cette histoire complexe aux 20 millions annuels de touristes qui sillonnent les canaux. Et ils pensent à des innovations gratuites comme des interfaces web mobiles, la transformation de modèles créés en expérience. Et là, il y a beaucoup de binômes d'étudiants lausannois et vénitiens qui travaillent sur des mini-projets par rapport à ça. Ensuite, à notre niveau d'archiviste, peut-être ça nous intéresse plus, le travail de numérisation, comment ils font ça? Ils ont créé déjà un robot avec un bras qui aide à tourner les pages, donc plus besoin d'intervention guillemets de personne. Et puis surtout le développement d'un scan en 3D qui permet de numériser un livre sans l'ouvrir. Vous imaginez, par des techniques de rayons X comme en médecine. On va vous scanner l'intérieur pour voir votre cœur en scannant. Bon, il n'est pas encore au point, je vous dis tout de suite, mais c'est la technique tomographique, ça s'appelle. Donc, ils travaillent dessus et ça va bientôt apparaître.
Donc ça permettrait de lire des documents qui n'ont jamais été lus et qu'on n'ouvrira jamais parce que sinon ils tombent aux poussières, et aussi de reconstruire virtuellement des textes qui sont en mauvais état. Par simulation, extrapolation, on arrive à recréer les mots, des choses comme ça. Au niveau de la transcription, on connaît l'OCR déjà, la reconnaissance de caractères oculaire, mais bien sûr, ça ne suffit pas pour les manuscrits. Donc, ils sont en train de travailler sur des logiciels vraiment de pointe qui vont reconnaître ces noms. Vous avez des images ici. Ça, c'est un texte de Galilée. Ça, c'est des textes où on commence à pixeliser chaque mot et puis à faire des relations entre tous les mots. C'est couplé à des modèles de langue dans lesquels ils sont écrits, donc dans ce cas-là, le latin, le toscan et le dialecte vénitien. Donc il y a une volonté de séparer les pixels du texte de la page après numérisation pour pouvoir les interconnecter avec d'autres sources. Plus il y a de sources manuscrites, plus la probabilité de décoder des écritures faites à la main devient possible. Donc on se dirige vers une automatisation de la transcription, ce qui nous aidera beaucoup. Les spécialistes disent que si on arrive à 60% de correct, c'est déjà bien. Et le reste, on fera du crowdsourcing par Internet pour que les spécialistes les corrigent. On en avait parlé hier, je crois. Donc, un grand pas en avant pour la mise à disposition du contenu des documents. Il y a aussi indexé, alors, dans ce cas-là, les noms de lieux, les personnes, les dates sont identifiées, surtout si elles sont récurrentes, et elles permettent de progresser pas à pas dans une caractérisation sémantique toujours plus fine. Donc, si je vous explique comment ça fonctionne, ici on appelle ça Hacking History, le piratage de l'histoire, c'est leur système. Donc, d'abord, les livres sont automatiquement indexés avec ce bras, ou bien lus sans ouverture, n'est-ce pas? Des algorithmes relèvent les séquences des lettres et des mots et les convertissent en texte digital. Ensuite, les individus qui apparaissent dans le même document forment le centre d'un réseau social qui peut être relié à une carte, des documents sur les propriétés et des registres d'échanges commerciaux. Si une connexion sociale reliée à toutes sortes d'informations se transforme en un vaste réseau de recherche qui couvre le temps et l'espace. Donc voilà, et on peut recréer donc un réseau à partir de ces noms. On commence avec les noms de famille parce que c'est le plus simple, mais ils imaginent faire ça sur les thématiques aussi. Donc comment est-ce qu'on arrive à... comment on peut amener toutes ces recherches à s'articuler les unes par rapport aux autres, de façon à livrer une vision globale de la ville sur plus de 12 siècles. La première étape, on l'a vu, c'est viser à déterminer la meilleure façon d'exploiter cette masse de données par la numérisation, l'indexation aussi stratégique que possible de toutes ces archives, pas seulement textuelles, mais non textuelles aussi. Et pour cela, des techniques de gestion, d'extraction et de classification de données massives sont essentielles. Et je pense que là, l'archiviste a vraiment un rôle à jouer. La deuxième étape parle d'extraire pour chaque domaine des grammaires, c'est-à-dire des modèles, afin d'extrapoler numériquement le domaine en question. La gravure d'une façade vénitienne donne beaucoup plus d'informations que juste le bâtiment qu'elle représente. Donc, elle permet la simulation d'un quartier. L'objectif est d'interconnecter plusieurs sources d'archives pour les faire parler ensemble, malgré l'incertitude qui restera toujours, l'historien le remarquera. Donc, c'est un mélange d'algorithmes de calcul probabilistes et d'apprentissage automatisé qui sont mis en place par ce projet. Évidemment, aucune mention n'est faite dans tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai discuté de l'utilisation de standards d'indexation de nous, les archivistes, c'est bien évident. Alors, le puits Time Machine à côté, c'est pas facile à comparer, vous imaginez, je n'ai absolument pas ces moyens ni ces spécialistes pour travailler sur mes inventaires. Et je n'ai même pas le beau projet de la table vaudoise. Donc, le puits Time Machine, il n'est pas tellement machine que ça.
C'est des archives, c'est quand même 7 siècles d'archives, hein, depuis le XIVe siècle. Elles sont très bien organisées, comme à Venise, depuis le début. Hein. Les Suisses sont, en archivistique sont bien carrés, ça se passe bien. Leur quantité augmente vers le XIXe siècle, mais surtout à partir de 1960, quand la région se densifie. Donc actuellement, j'ai à peu près 2 km d'archives. Par rapport à 80 km, ce n'est pas beaucoup. Beaucoup d'archives textuelles, mais aussi de non-textuelles qui se sont ajoutées. Donc voilà, j'ai fait un relevé de toutes les archives que j'ai inventoriées. Donc évidemment, les archives, les manuscrits, on en a quand même une belle quantité. Les dossiers papier, les photographies, les affiches, parce qu'on a un musée romain, un musée d'art, un théâtre, les vidéos, les objets, ça va de la châne à la feuille de laurier en passant par des ballons de foot. Les œuvres d'art du musée, la bibliothèque, les ruines romaines, le patrimoine construit avec tous ces plans. Et puis, on a des très belles maisons de maîtres, des anciens pensionnats de jeunes filles. C'était le côté chic de Puy à l'époque. Et puis, tout le patrimoine immatériel, évidemment, tout ce qui touche au vin, hein, parce que c'est quand même une région vinicole. Alors, tout ça est plus ou moins inventorié sur des feuilles Excel, hein, excusez-moi du peu. Donc, on peut faire des recherches, mais en tout cas pas les croiser. Et vous voyez qu'au niveau de description sur le web, il y a une grande partie qui n'y est pas. Donc, au niveau de la numérisation, si on reprend les mêmes thèmes que pour Venise, la numérisation, on n'a pas numérisé, même si c'est que 2 km d'archives. Donc, j'estime que ce serait pas mal de numériser au moins les archives jusqu'en 1900, qui ferait une base commune avec les autres cantons, parce qu'on a quand même une histoire commune aussi. Alors, ce qui existe pour l'instant, c'est qu'un répertoire des documents, des archives cantonales vaudoises, hein, dont M. Couta est l'initiateur, qui existe à travers la base de données Panorama et qui a été créée en 2003 pour le bicentenaire du canton de Vaud. Il y a quand même 195 000 notices de toutes les archives historiques des villes du canton. Donc ce serait intéressant de les numériser parce que c'est aussi des documents fragiles, mais évidemment on ne le fait pas, c'est trop coûteux en personnel et en temps, sans parler du besoin de mémoire informatique qui coûte aussi pour une commune comme la mienne. Donc j'espère qu'une fois que les PFL aura fini son travail, il me prêtera ses scanners, hein, ce serait sympa. Au niveau de la transcription, aucune automatisation de la transcription, évidemment. Pas d'utilisation d'OCR, car les résultats ne sont pas assez bons, et en tout cas pas pour les manuscrits. Donc, quand c'est nécessaire, nous avons recours à des spécialistes pour traduire et transcrire les manuscrits, comme par exemple les moines du couvent de Saint-Maurice qui font ça, qui externalisent ce genre de travail. Et puis, avis à ceux qui s'intéressent, j'organise des cours de paléographie pour les archivistes, comme ça ils apprennent eux-mêmes à déchiffrer les documents. Au niveau de la description et d'indexation, il y a eu une volonté des archivistes des petites villes de mutualiser les efforts de description et d'indexation. Donc, on se réunissait régulièrement dans le cadre de l'association vaudoise des archivistes et on a proposé de travailler avec des standards de description, comme vous avez mentionné hier, ISAG, la première a été suivie, et puis ISAR, CPF pour les notices d'autorité dans un second temps. Donc, ça permet des échanges standardisés de données, toujours au niveau de la description des dossiers d'archives, pas des documents eux-mêmes. Hein. Et on utilise la même norme pour les photos, les plans, les vidéos, parce qu'on n'a rien d'autre, au fait. Hein. Donc, on préfère les décrire comme ça que pas du tout. Ensuite, sous le titre « Et si les archives de votre commune investissaient la toile ?» une plateforme a été créée en 2012 sous l'impulsion de l'Association vaudoise des archivistes et les archives cantonales vaudoises, grâce à l'investissement d'un collectif d'archivistes communaux. On a pris le logiciel open source du Conseil international des archives, ICA-Atom, et qui permet une saisie des inventaires sous la norme ISAG. Mais il n'y a qu'une quinzaine de communes qui a adhéré pour l'instant, parce que ce n'est pas une priorité pour eux, ils n'ont pas assez de spécialistes pour mettre leur inventaire sur cette plateforme. Là, vous en avez un exemple.
c'est bien dommage parce que là, ça permet quand même un premier croisement des informations au moins sur le web entre ces 15 communes qui ont déjà adhéré. Et on a pris notre bâton de pèlerin pour essayer de faire adhérer plus de communes. Donc c'est quand même un début de mise en commun des inventaires existants, un partage de l'hébergement, un partage des améliorations et des coûts qui est non négligeable. Mais de nouveau, ce n'est pas des documents numérisés, c'est des descriptions de documents. Ce qu'on pourrait améliorer aussi, c'est le niveau de description, parce que c'est des inventaires qui ont été faits à différentes périodes par différentes personnes. Donc si ZADG permet de les structurer un peu, le niveau est souvent pas le même. Au niveau de la modélisation, ça a plus de succès quand même, parce que les cartes et les plans intéressent de plus en plus le citoyen et le chercheur. Donc c'est là que nous avons scanné des anciens cadastres et que nous essayons de créer des couches historiques des villes mises sur le site de géodonnées qui existe, qui était surtout créé pour la mobilité de la ville. Donc voilà, vous avez un exemple de géodonnées de Puyi au niveau, enfin vous pouvez choisir toutes ces cartes, mais là j'ai mis celle du patrimoine avec la valeur de toutes les maisons. Et puis ça, c'est comment on arrive avec des anciens cadastres. Je ne sais pas si vous voyez, on fait des pugs là, on s'amuse. Et puis après, on les digitalise parce qu'on n'a pas les outils pour le faire. Au niveau de la muséographie, ben là aussi, on ne peut pas se comparer. On commence à avoir une cyber-administration appuyée, un guichet virtuel qui aide déjà le citoyen à mieux gérer ses contacts avec la ville. Mais c'est clair que si toutes ces possibilités de croisement, d'informations qu'on a vues pouvaient être mises en œuvre, on pourrait imaginer beaucoup plus de moyens muséographiques pour les touristes. Donc ici, on a un musée romain qui commence à être assez connu. On a des brochures pour les balades historiques à Puyi. On a un musée d'art qui fait des expositions qui attirent pas mal de monde. Mais voilà, il n'y a aucune connexion entre les choses. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer que les données interopérables à Puyi, il me faudra encore un moment pour y arriver. Donc évidemment, comparer Puyi et Venise, capitale d'un empire méditerranéen qui a mis très tôt en place un État démocratique et qui a toujours gardé ses archives, à celle d'une petite bourgade de vigneronnes de Puyi, ça relève de l'utopie. Les objectifs et les moyens ne sont pas du tout les mêmes. Mais cette interopérabilité entre les types d'archives que le projet de modélisation de la Venice Time Machine propose de créer aujourd'hui est époustouflant. Elle est rendue possible grâce aux instruments de pointe qui sont inventés et testés par les PFL et l'Université de Venise. Et elle dépasse les rêves les plus fous de l'archiviste moyen et de l'historien moyen aussi. C'est une analyse multidimensionnelle, c'est une véritable machine temporelle de représentation qu'on appelle 4D, puisqu'elle a cette dimension de temps qui est rajoutée, qui intègre ce qu'on appelle le temps long. Donc une mine d'or pour les historiens. Bien que ceux-ci disent que les sources restent les sources, la façon dont on les présente, et que l'histoire est une reconstruction intellectuelle. Ça, Frédéric Kaplan le reconnaît bien. Il extrapole les informations, mais il va les montrer comme réelles quelque part. Il y a aussi un changement de paradigme pour les humanités digitales. Donc c'est des projets à large échelle qui touchent à toutes les matières. Donc il faut se préparer à ce changement de paradigme. Et on voit qu'il y a une émergence d'une nouvelle génération de professionnels. Donc que ça vous plaise ou non, archivistes et historiens, il faut qu'on s'y mette, parce que sinon on va rater le coche là. Il faut vraiment se faire partenaire de ces projets de web sémantique. Et on a vu les faiblesses par rapport au niveau de l'indexation, de la description. Et je pense que c'est là qu'on a un créneau à jouer dans ces nouveaux projets. Mais il ne faut pas qu'on soit mis à part. Moi, je pense que c'est ça le message que je voulais passer. Donc, on doit continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on est bon, mais le faire savoir à ces messieurs des humanités digitales. Donc, le classement, la transcription, la description, l'indexation. On est fort là-dedans. On l'a vu hier, tous ces projets qu'on propose.
Un autre endroit où on est fort, et puis on doit aussi le rappeler, c'est qu'il faut assurer la pérennisation de toute cette information qui scanne. Donc la durabilité des données, eux, ils travaillent dans le maintenant quand même. Donc leur rappeler que c'est superbe ce qu'ils font, mais il faut qu'on puisse l'utiliser dans le temps aussi. Et puis nous, à un niveau plus local, on doit collaborer, mettre en commun des outils de description et de mise en ligne qui sont améliorés grâce à ces nouvelles techniques. Donc suivre l'évolution, connaître ces outils innovants. Et on doit travailler une mutualisation, une standardisation, une simplification, comme les records in context. Donc on a vu peut-être que c'est le chemin à suivre. En conclusion, je dirais que tous ces développements technologiques sont open source, donc ils veulent créer un patrimoine technologique commun. Ils disent que c'est open source, open access. Et ils ont la volonté de créer des initiatives locales basées sur leur méthodologie. Donc c'est peut-être là qu'on peut entrer et montrer notre savoir-faire. Un exemple, cette année encore, ils ont utilisé une représentation de Genève de 1850 et ils l'ont intégrée à la Time Machine pour en créer une visualisation en 3D. Donc c'était une carte en relief faite par Auguste Magnin. Ils l'ont mise pour justement faire ces approximations d'une évolution de la ville de Genève. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis, il faut qu'on en fasse partie. J'appelle Bruno Galland à la table. Voilà, donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, on a changé le programme. Bruno Galland, qui devait s'exprimer en fin de troisième session, va s'exprimer maintenant à la place de M. Andrea Darigo, qui parlera au début de la troisième session. Alors, on va enchaîner pour une question de gestion de temps, puisque vous êtes aussi pressé par le temps. Et puis, vous devez déclarer, oui, pardon. Sono d'accordo per la registrazione. Voilà. Allora, come facciamo? Grazie. Alors, ma communication sera beaucoup moins novatrice, puisque je ne vais pas vous parler d'humanité numérique et embrasser de larges périodes. C'est un modeste témoignage pour simplement indiquer comment nous avons, dans le service dont je m'occupe, eu le sentiment que les archives étaient bien au cœur du patrimoine culturel autour d'un objet particulier, le procès qui s'est tenu à Lyon en 1987, il y a 30 ans, le procès d'un chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, qui a été jugé et condamné pour crime contre l'humanité, un procès dont on a commémoré le 30e anniversaire cette année, dont on est en train de commémorer le 30e anniversaire à Lyon. Cela nous a conduit en effet, d'une part, à nous interroger sur la multiplicité des sources et donc des descriptions, et d'autre part, nous avons mesuré avec une acuité particulière l'impact de la demande sociale et politique sur notre travail d'archiviste. Je vais rappeler très brièvement ce qu'est le procès de Klaus Barbie avant d'examiner les deux autres aspects, la multiplicité des sources et les enjeux de la description et de la valorisation. Klaus Barbie est né en 1913 en Allemagne. Il a adhéré très tôt aux jeunesses hitlériennes. Il a exercé de hautes responsabilités dans l'administration nazie sous la Deuxième Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, et en tant que commandant de la Gestapo lyonnaise, il a notamment eu la responsabilité de l'arrestation et de la déportation de très nombreuses personnes, tant ce que l'on appelle des résistants que la population juive de Lyon. En 1944, à la fin de la guerre, il a réussi à quitter la France pour l'Allemagne, et quelques années après, il est allé s'installer en Bolivie. Et ce n'est qu'il a été condamné à 2 reprises, en 1952 et en 1954, pour crimes de guerre, mais il était réfugié en Bolivie. La France a demandé une extradition de Klaus Barbie
tard en 1972, et il aura fallu encore 10 ans, suite à un certain nombre de changements politiques, pour que Klaus Barbie quitte la Bolivie et puisse être arrêté. Et il est arrivé à Lyon en 1983. Il y a eu 4 années d'instruction du procès. Le procès s'est ouvert en mai 1987. Il a duré 4 mois et à l'issue de ce procès, Klaus Barbie a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et il est mort 4 ans plus tard dans une prison à Lyon. C'est un procès qui a eu un retentissement considérable parce que Klaus Barbie ne pouvait plus être jugé pour crimes de guerre, parce que les crimes de guerre sont prescrits au bout de 20 ans. Donc, il ne pouvait être jugé que pour crimes contre l'humanité. Et c'était, en France, le premier procès pour crimes contre l'humanité. Il a fallu trouver des chefs d'accusation différents de ceux pour lesquels il avait déjà été jugé pour crimes de guerre, puisqu'on ne peut pas être jugé 2 fois pour le même chef d'inculpation. Et dans les chefs d'inculpation, il y a eu en particulier l'arrestation et la déportation de 44 enfants juifs qui étaient réfugiés dans une maison d'enfants pas très loin de Lyon, à Isieux. Le procès a eu en son temps un retentissement considérable. J'ai mis 2 journaux lyonnais, mais on trouverait beaucoup d'articles de la presse nationale qui, en 1987, ont montré l'importance qu'a eu ce procès. Il a eu un retentissement considérable auprès des accusations, auprès des associations de victimes en particulier, de l'opinion en général, puisque c'était la première fois qu'en France, on jugeait un responsable nazi. Le procès, de surcroît, a été filmé en intégralité, et c'était la première fois en France que l'on filmait un procès en intégralité, puisque jusqu'ici, la loi ne le permettait pas, et une loi spéciale, je ne sais pas si je reviens en arrière, une loi a été votée quelques années avant l'ouverture du procès pour autoriser l'enregistrement intégral de procès présentant un intérêt historique particulier, créant une nouvelle catégorie d'archives qu'on appelle les archives audiovisuelles de la justice. De surcroît, le procès de Klaus Barbie a suscité une vraie demande, un renouvellement de la demande sur l'accès aux archives de la Seconde Guerre mondiale en France. Et mes confrères français qui sont ici se souviennent que la grande préoccupation des archivistes français dans les années 1990-1995, c'était l'accès aux archives de la Deuxième Guerre mondiale, avec la publication d'un livre très injuste pour les archivistes, mais dont le titre a marqué l'opinion, qui s'appelait « Archives interdites » et qui accusait, entre autres, les archivistes de ne pas permettre l'accès aux documents de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu tout un mouvement qui, progressivement, a mis en valeur les sources de la Deuxième Guerre mondiale conservées dans nos services d'archives, a permis d'accorder des autorisations de consultation anticipée et, finalement, a débouché sur une évolution de la législation. Quelques années après le procès Barbie, il y a eu un autre procès, également pour crime contre l'humanité, d'un autre responsable, cette fois-ci français, très actif à Lyon, qui s'appelait Paul Touvier. Paul Touvier avait eu, pendant la guerre, des liens forts avec l'Église catholique, dont certains dignitaires l'avaient protégé, et l'archevêque de Lyon de l'époque a désigné des historiens de grande qualité pour aller chercher dans les archives de l'Église de Lyon les traces éventuelles des liens entre l'Église et Paul Touvier. Donc c'était aussi la première fois qu'on ouvrait volontairement des archives de l'Église dans ce but-là, et l'archevêque de Lyon de l'époque a vraiment insisté pour que les archives de l'Église soient ouvertes aux historiens. Donc,
un procès qui a eu un grand retentissement par rapport à la nature des crimes jugés, mais qui a eu également des implications fortes pour notre métier et notre activité d'archiviste. Alors, les sources du procès Barbie constituent un ensemble complexe. Il y a d'abord le dossier de la Cour d'assises du Rhône, le dossier du tribunal qui a jugé Klaus Barbie, un dossier volumineux qui est conservé aux archives du Rhône à Lyon, qui représente 7 ou 8 mètres linéaires, mais très dense, dans lequel on peut suivre à la fois l'instruction du procès, les 4 années qui ont précédé le procès, entre l'arrivée de Klaus Barbie à Lyon et l'ouverture du procès, la conduite du procès et son organisation pratique, et également tous les pourvois qui ont eu lieu après. Car l'organisation du procès était en elle-même un défi, puisqu'il y avait plus d'une centaine de ce qu'on appelle des parties civiles, donc ceux qui accusaient Klaus Barbie. Il y avait 600 journalistes du monde entier qui demandaient à assister au procès, tous les jours des classes, des lycées, des collèges, qui demandaient à pouvoir assister à une audience, et il a fallu transformer complètement le palais de justice de Lyon pour ce procès. Le procès ne s'est pas déroulé dans une des chambres du tribunal habituel, il s'est déroulé dans la grande salle des pas perdus, complètement réaménagée, pour permettre à tout le monde de tenir. Dans le dossier de la Cour d'assises, on trouve les procès-verbaux d'interrogatoire, notamment le premier interrogatoire de Klaus Barbie dès son arrivée à Lyon, le soir même, les procès-verbaux de confrontation, où il rencontre les victimes encore vivantes qui témoignent. On va trouver, bien sûr, la liste des 341 questions posées aux jurés qui ont eu à se prononcer sur la culpabilité ou non de Klaus Barbie. Les 340 premières questions sur l'accusation, ils ont tous répondu oui. Et la dernière question, sur les circonstances atténuantes, ils ont tous répondu non. Et donc, Klaus Barbie a été condamné à la détention à perpétuité. Outre le dossier de la Cour d'assises, il y a de nombreux fonds d'archives qui complètent cela. Le dossier de la prison où Klaus Barbie a été détenu dès son arrivée et jusqu'à sa mort, les dossiers du préfet relatifs à la sécurité du procès, car il fallait faire très attention à la sécurité, les dossiers de surveillance de Klaus Barbie avant son arrestation, pendant son séjour, et des dossiers documentaires qui avaient été constitués dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Lyon, ce que l'on appelle le mémorial de l'oppression, où des preuves ont été rassemblées pour garder la trace de ce qui s'était passé pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Mais à ces documents qui sont conservés à Lyon s'ajoutent, compte tenu de l'importance du procès, de nombreuses archives du gouvernement français. Le ministère de la Justice conserve l'enregistrement original du procès et les sténotypies qui retranscrivent. Le secrétariat général du gouvernement s'est occupé de l'organisation du procès parce que c'était une affaire trop considérable pour être gérée uniquement au niveau de Lyon et du Rhône. Le ministère de la Culture français s'est occupé de la manière dont on pouvait diffuser les extraits de l'enregistrement du procès. Le ministère des Anciens Combattants a eu de nombreux dossiers sur les relations avec les associations de victimes. Mais surtout, aux archives officielles de la France s'ajoutent des fonds privés, et en particulier des fonds très importants qui sont conservés dans ce que l'on appelle le Centre de documentation juive contemporaine, qui se trouve à Paris, rattaché à une autre instance mémorielle qui s'appelle le Mémorial de la Shoah. Le Centre de documentation juive contemporaine a été créé dès 1943 pour rassembler des preuves de la persécution des Juifs par les nazis. Donc c'était un centre de documentation, mais pour faire sa mission, il a rassemblé de nombreuses archives, des archives
d'autorités allemandes de l'occupation, notamment de la Gestapo, mais aussi des dossiers d'administration publique française qu'il a récupérés et qui auraient dû, en toute théorie, en toute application de la réglementation, être plutôt conservés dans les archives nationales françaises. On y trouve en particulier de très nombreux dossiers du Commissariat général aux questions juives, qui était l'organisme français qui mettait en œuvre la politique contre les Juifs. Et sur les archives conservées au Centre de documentation juive contemporaine, il y a une très grande sensibilité. La communauté juive est extrêmement attachée à conserver elle-même, par ses propres soins, les documents qui établissent l'importance de la Shoah. Cette sensibilité est tellement forte que lorsque, en 1991, on a retrouvé dans les archives du ministère français des anciens combattants des fichiers tenus par l'administration française et qui recensaient notamment des déportés et des prisonniers, il y a eu un débat pour savoir si ce fichier produit par l'administration française devait être conservé aux Archives nationales de France, comme c'était la loi, ou auprès du mémorial de la Shoah, du Centre de documentation juive, qui le réclamait parce que c'était la trace de la persécution subie par les Juifs. Et on a trouvé un compromis très particulier. Les fichiers sont conservés dans le bâtiment du Centre de documentation juive contemporaine, mais on considère que la pièce où ils sont conservés est une annexe des Archives nationales de France, et ce sont les Archives nationales qui ont la clé et qui permettent de donner l'accès. Tout cela pour montrer combien la sensibilité est forte autour des documents d'archives. Et dans les documents conservés au Centre de documentation juive contemporaine, il y a un document majeur pour le procès de Klaus Barbie, ce que l'on appelle le Telex d'Isieux, qui est la preuve de la responsabilité de Klaus Barbie dans l'arrestation et dans la déportation des enfants de la colonie d'Isieux. Ce télégramme rend compte de l'arrestation des enfants et il est signé, je vous l'ai entouré de rouge, il est signé de Klaus Barbie. Et ce télégramme a été retrouvé par un avocat qui a joué un rôle important dans le procès Barbie, Serge Klarsfeld, et donc il est conservé au Centre de documentation juive contemporaine et il a été présenté lors du procès de Klaus Barbie. Mais aux archives papier, publiques et privées, s'ajoute, si on veut rendre compte complètement de la mémoire du procès de Klaus Barbie, ce que l'on appellera des lieux de mémoire. Le mémorial de Montluc, qui est l'ancienne prison de la Gestapo à Lyon, la colonie des enfants d'Isieux, également devenue mémorial, le siège de la Gestapo à Lyon, devenu centre d'histoire de la résistance et de la déportation, et aussi la maison dans laquelle, à côté de Lyon, a été arrêté Jean Moulin, figure de la résistance, maison également devenue mémorial. Le fait que ces 4 lieux soient tous devenus des mémoriaux indique également la forte sensibilité qui s'attache encore à cette histoire. Alors, comment nous-mêmes pouvions-nous en rendre compte dans notre inventaire d'archives? Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas su faire, avec les outils dont nous disposons, un instrument de recherche suffisamment polymorphe pour pouvoir tout à la fois relier les archives, les lieux de mémoire. Et quand j'ai proposé de faire cette communication, j'espérais bien qu'au moment de venir parler devant vous, nous y serions arrivés. Mais nous n'y sommes toujours pas arrivés. Donc nous avons fait un instrument de recherche traditionnel avec des liens. Et finalement, la meilleure solution aujourd'hui, c'est pour ça que ma communication n'est pas très novatrice, la meilleure solution que nous avons trouvée aujourd'hui pour rappeler que les archives du procès de Klaus Barbie étaient consultables et conservées chez nous, ça a été de créer une notice dans Wikipédia
mi spiace di dire così poco, de créer une notice dans Wikipédia qui rappelle que les dossiers sont conservés aux archives du Rhône et qui donne l'accès à l'inventaire et l'accès à la source, parce que nous voyons bien aujourd'hui, nous créons régulièrement des notices Wikipédia sur nos fonds d'archives, parce que c'est encore le moins mauvais moyen que nous avons trouvé de signaler aux chercheurs et aux étudiants les documents qui sont conservés. Alors, je voudrais dire quelques mots, je regarde l'heure, je voudrais dire quelques mots sur la demande spécifique qui a été, que nous avons dû affronter. D'abord, pourquoi est-ce que, en 2017, il était si important de commémorer ce procès qui a eu lieu il y a 30 ans? Et les commémorations ont été solennelles. Vous voyez ici la séance solennelle à la préfecture du Rhône à Lyon qui, il y a quelques mois, a ouvert, en présence du préfet, les cérémonies de commémoration. Pourquoi commémorer? Eh bien, il y avait d'abord un objectif pédagogique. Tous les acteurs de la commémoration ont répété que cette commémoration n'avait de sens que pour la jeune génération. Un objectif pédagogique face au risque d'oubli et face au risque aussi de ce qu'on appelle en France le négationnisme, le refus d'affronter ce qui s'est passé, voire la contestation de la réalité des faits. Mais compte tenu de la situation politique actuelle et de la sensibilité de la société à ces questions, on a élargi cette commémoration au-delà de la Shoah à toutes les formes de fanatisme que l'on peut trouver dans notre société. Mais on a voulu également, notamment certains acteurs de la commémoration, notamment la justice française, a voulu profiter de la commémoration pour rappeler que le procès de Klaus Barbie s'était tenu de manière tout à fait rigoureuse et conforme au droit, et que même si la culpabilité de Klaus Barbie ne faisait problème pour personne, il avait été jugé comme n'importe quel autre accusé, avec le souci de la rigueur de l'instruction et de la dignité des victimes. Mais il y avait beaucoup d'acteurs pour commémorer. Il y avait d'abord le Centre représentatif des institutions juives de France, ce que l'on appelle le CRIF, qui voulait d'abord cette commémoration pour rappeler la Shoah et aussi pour attirer l'attention de son point de vue sur la situation des Juifs encore aujourd'hui en France et à l'étranger. Donc, une volonté de commémoration très communautaire. Il y avait le Mémorial national de Montluc qui voulait rappeler le rôle de cette prison et permettre ainsi à davantage de jeunes, en particulier, de venir le visiter. Le Mémorial des enfants d'Isieux qui voulait rappeler l'importance de la rafle des enfants. La Cour d'appel de Lyon qui insistait sur le rôle de la justice en France et comment, lorsqu'il y a des drames dans une société, seule la justice permet d'apporter une réponse satisfaisante. La ville de Lyon, qui voulait rappeler que ce procès avait eu lieu à Lyon, parce que Lyon a été une ville très importante au moment de l'occupation et ensuite de la résistance. Les habitants de Lyon aiment dire que Lyon est une capitale de la résistance, et certains ajoutent, si c'est une capitale de la résistance, c'est parce que ça a aussi été une capitale de la collaboration. Et au milieu de tout cela, il y avait les archives départementales qui voulaient insister par une exposition et des conférences sur le fait que l'histoire du procès Barbie s'écrit d'abord avec les archives qui sont conservées. Et nous avions 4 points particuliers que nous voulions mettre en avant et qui nous paraissaient importants pour l'histoire du procès. Rappelez d'abord que ce sont les archives qui nous montrent la rigueur avec laquelle le procès a été conduit, que les documents d'archives ont été essentiels dans la condamnation de Klaus Barbie. Il y avait de nombreux témoins qui ont raconté ce qu'ils avaient subi. Mais, par exemple, sur l'arrestation des enfants de la colonie d'Isieux, c'est le télégramme signé de Klaus Barbie, et lui seul, qui permettait d'établir
de manière irréfutable sa responsabilité. Nous voulions insister, je l'ai dit tout à l'heure, sur le rôle du procès dans la demande des historiens pour accéder aux sources de la Seconde Guerre mondiale, et donc insister aussi sur le fait qu'il y a de nombreux documents qui attendent encore d'être consultés et exploités. Et puis, nous voulions mettre en avant la complémentarité des différents types d'archives, avec notamment la création des archives audiovisuelles de la justice. Mais il y avait 3 pièges fondamentaux à éviter, et après avoir parlé pendant 20 minutes, c'est la chose la plus importante que je voulais vous dire. Le premier piège, c'était de ne pas mettre en avant la figure même de Klaus Barbie. Tous les acteurs de la commémoration ne voulaient pas qu'on fasse du vedettariat autour d'un tortionnaire. Mais le piège le plus important, c'était de respecter la concurrence des mémoires, en particulier la concurrence des mémoires entre la communauté des victimes de la Shoah et ce que l'on appelle les résistants de la Seconde Guerre mondiale. Et ce problème s'était déjà rencontré il y a 30 ans lors du procès de Klaus Barbie, car au départ, les crimes contre l'humanité ne concernaient que les victimes de la Shoah. Mais Klaus Barbie avait organisé la déportation, quelques jours avant la libération de Lyon, d'un train. Dans ce train, il y avait à la fois des juifs et des résistants. Et la question s'est posée, est-ce que le crime contre l'humanité, c'est seulement pour les juifs qui étaient dans le train, et pour les résistants, est-ce que ce n'est seulement un crime de guerre? Et il a fallu que la Cour de cassation en France tranche pour dire le crime contre l'humanité, c'est ce qui concerne toute une politique générale d'extermination, et donc les juifs et les résistants ont été victimes de la même manière du crime contre l'humanité. Mais cela est toujours aujourd'hui difficile à faire accepter, et dans l'équilibre des commémorations, il a fallu y faire attention, jusque dans de petits détails. Nous avons projeté des extraits du procès, il fallait qu'il y ait des témoins relevant plutôt de la communauté juive et relevant plutôt de la communauté des résistants. Et tout cela, nous avons dû y faire très attention, comme l'ensemble des acteurs de la commémoration. Et jusque dans notre inventaire, certains sont venus nous dire « mais je ne vois pas tel nom, je vois tel autre, vous citez telle partie civile, vous ne citez pas telle autre partie civile ». Et là, nous avons réalisé que même notre inventaire traditionnel en PDF était un enjeu de débat et de discussion. Et puis le troisième piège, c'était d'éviter la concurrence entre les institutions de mémoire. Alors, pour conclure, cette expérience nous a permis, j'ai quand même trouvé le moyen, je le dis à Gilbert Coutat, qui se demandait si cette communication était pleinement dans le sujet, donc j'ai mis les archives au cœur du patrimoine culturel. Vous voyez que j'ai essayé de bien rentrer dans notre débat. Cela nous a montré 3 choses. D'abord, cela nous a permis d'obtenir le libre accès des archives au public. Pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici, la loi française faisait que les archives du procès de Klaus Barbie n'étaient pas encore librement accessibles, parce que le procès a eu lieu très tard après les événements, et que ce qui compte pour ouvrir les archives, ce n'est pas la date des événements, mais c'est la date du procès. Heureusement, grâce à ces commémorations, nous avons pu obtenir l'ouverture au public des archives de ce procès, ce qui était normal, puisque ce procès a été très public et qu'il porte sur des faits qui ont eu lieu il y a maintenant, pour certains d'entre eux, déjà 70 ou 75 ans. Cela a permis aussi de rappeler, je l'ai dit, le rôle, l'importance des archives dans une commémoration historique ou mémorielle et le poids des documents jusque dans l'événement lui-même. Mais pour nous, cela nous a aussi permis de prendre mieux conscience de l'importance du contexte, le contexte non pas seulement de la période de création des documents, mais aussi de la période de description et de valorisation. Nous avons repris notre inventaire que nous avions fait il y a quelques années.
nous l'avons examiné de manière différente quand nous avons mesuré la forte sensibilité qui existait encore aujourd'hui autour de cette question. Et là, nous avons vu que nos documents, même anciens, revêtent toujours une actualité brûlante. Et grâce à cela, nous avons beaucoup appris, ce qui est assez fondamental dans notre travail. Grazie per l'attenzione. De gagner un peu de temps. Voilà, M. Benedetto va succéder à M. Galland. Je vous laisse pour la déclaration. Acconsento alla registrazione. Mi scuso con i colleghi se il mio intervento, che sarà peraltro molto breve, non porta qui alcuna esperienza particolarmente significativa, brillante e innovativa. Mi piacerebbe introdurre questa mia breve chiacchierata con una sorta di sottotitolo del mio intervento, che potrebbe essere Confessioni di un archivista imprestato alla gestione del patrimonio. Occorre fare una piccola premessa. Io sono, come molte persone qui sanno, un archivista di formazione. Ho cominciato la mia carriera dirigendo e gestendo un importante archivio storico, ma poi le vicende della vita mi hanno condotto a occuparmi di patrimonio culturale nel suo complesso, e oggi mi trovo, per conto dell'amministrazione per la quale lavoro, cioè il Comune di Torino, a occuparmi più o meno direttamente di archivi, di musei e di biblioteche, quindi, come dire, di patrimonio culturale nel suo complesso. Nel far questo, naturalmente, mi porto dietro la mia formazione e la mia cultura archivistica. Il tentativo che farò durante questo mio intervento è quello di provare a concettualizzare alcuni dei problemi e delle questioni che il nostro tempo e l'evoluzione dei sistemi di descrizione, di comunicazione, di ricerca del patrimonio ci pongono di fronte. Per far questo partirei dal ricordare una tradizionale esperienza analogica di fruizione di un archivio. Un utente di archivio arriva nella sede dell'archivio, incontra un professionista della mediazione, che è l'archivista, che gli sottopone uno strumento che è un inventario. Questo percorso è meno banale di quello che potrebbe sembrare a prima vista, nel senso che questa procedura di accesso al patrimonio comporta da parte dell'utente l'acquisizione di una grande quantità di informazioni implicite, che vanno ben al di là delle informazioni che verbalmente l'archivista può trasmettere all'utente, e vanno ben al di là delle informazioni che l'utente legge nell'inventario che si trova fra le mani. Il fatto stesso di trovarsi fra le mani un oggetto fisico come un inventario gli trasmette una serie di informazioni che lui recepisce in maniera totalmente
consapevole e implicita, ma che pure condizioneranno il suo modo di approcciare la fonte. È ben diverso avere fra le mani un inventario di 400 pagine preceduto da 100 pagine di introduzione storico-istituzionale, da schemi che ricostruiscono i rapporti fra i fondi e le serie archivistiche, o trovarsi un vecchio inventario manoscritto di un archivista ottocentesco. Già questo fornisce una serie di informazioni fondamentali per approcciare in maniera corretta la fonte. Questo tipo di approccio determina, a mio avviso, da parte del ricercatore una presa di coscienza che ci si trova di fronte ad uno strumento di mediazione, quale l'inventario, appunto, che, come tutti gli strumenti di mediazione, è, come dire, fallibile, incerto, sfumato, oggetto di revisioni e suscettibile di revisioni. Ce l'ha appena ricordato perfettamente Bruno Galland. E le stesse informazioni che il ricercatore acquisisce dall'archivista sono mediate dall'esperienza sono a loro volta mediate dall'esperienza del ricercatore, che le considererà, come dire, anch'esse come delle conoscenze sfumate, incerte, da rivedere e suscettibili di interpretazioni. Adesso facciamo un salto e riportiamoci all'esperienza digitale dei medesimi strumenti. Abbiamo introdotto l'informatica, poi l'informatica è diventata rete e quindi noi possiamo accedere a degli strumenti di descrizione che sono però sostanzialmente i medesimi che avevamo concepito per il mondo analogico in una maniera totalmente differente. Ci pare, potendo navigare in rete fra inventari digitalizzati o fra basi di dati informatizzati, di saltare la mediazione dell'archivista. Vivendo in una società nella quale fin dalla più tenera età siamo abituati a considerare lo strumento informatico come sinonimo di esattezza, infallibilità, velocità, semplificazione, interpretiamo, secondo questi canoni, le informazioni che ricaviamo dalla consultazione degli strumenti di corredo. Non li mettiamo in dubbio. C'è di più. Vivendo in una società, quella digitale, che ha fatto della velocità e della semplicità un mito e un valore pressoché assoluto, noi concepiamo e ci poniamo nei confronti degli strumenti tradizionali di consultazione dell'archivio
inconsapevolmente in una maniera totalmente diversa rispetto a quella che era, a cui eravamo abituati. In buona sostanza possiamo, come dire, applicare anche qui la lezione di McLuhan che diceva che il mezzo è il messaggio. Il mezzo in questo caso trasforma radicalmente il modo in cui noi valutiamo, valorizziamo, consideriamo e utilizziamo le informazioni che riceviamo dalla consultazione degli strumenti di corredo a partire dagli inventori. Ciò tende a provocare quello che io nel titolo della mia relazione ho chiamato l'effetto jukebox, ovvero il fatto che gli utenti dei nostri servizi, dei nostri istituti di conservazione, ci vedono ormai come appunto delle sorte di macchine automatiche in cui, come nel jukebox io premo un bottone e ascolto una canzone, io introduco alcune parole chiave e ottengo in risposta una serie di informazioni che sono per loro natura, come dire, esatte, complete, senza che per lo più ci si ponga il problema della contestualizzazione di queste immagini, di queste informazioni, scusatemi. Vorrei usare anche qui una similitudine. L'esperienza tradizionale è come un viaggio fatto a piedi o in moto attraverso un paesaggio. Prima che noi siamo arrivati a destinazione, noi abbiamo acquisito una gran massa di informazioni di contesto rispetto al luogo in cui ci stiamo recando. Il fatto di fare una bella ricerca, online o meno, su un database di descrizione archivistico è come fare lo stesso viaggio su un aereo con i finestrini oscurati. Nulla mi vieta, una volta arrivato a destinazione, di guardarmi intorno e cercare di acquisire le informazioni di contorno. Ma vivendo in una società che ci trasmette i messaggi di cui parlavo prima, questo diventa, come dire, opzionale, non è più connaturato con l'esperienza stessa della ricerca sul patrimonio, ma diventa una scelta faticosa, impegnativa e, come dire, time consuming in una società che invece propugna la velocità e la rapidità. L'effetto, come dire, poi paradossale di questa considerazione dei nostri istituti come una sorta di jukebox si ha quando addirittura il ricercatore si limita a mandarci una mail dicendo io devo fare una ricerca su, mi manda i documenti digitalizzati. Con tanti saluti a una cosa su cui noi, la nostra generazione, avrebbe fatto le barricate e la rivoluzione, ovvero la libertà di ricerca, perché è evidente che a quel punto la ricerca la fa l'archivista e non la fa più il supposto ricercatore. C'è un altro aspetto che debbo sottolineare, ovvero che questi strumenti occultano la mediazione. Noi troviamo ciò che chi ha costruito gli strumenti di consultazione ci consente di trovare, ma non lo vediamo più vis-à-vis. Questo sta nascosto
dietro lo strumento e quindi, come dire, ne siamo per lo più inconsapevoli. Come peraltro siamo assolutamente inconsapevoli quando navighiamo sulla rete non sappiamo assolutamente quali siano gli algoritmi secondo i quali Google ci risponde in un certo ordine. Non siamo assolutamente consapevoli degli algoritmi secondo cui Amazon, guarda caso, ci propone sempre e solo dei libri che avremmo una gran voglia di leggere. A aggravare, diciamo, questa situazione c'è il fatto che, qui mi perdoneranno i colleghi, ci serviamo veramente di una strumentazione che definire preistorica è poco. Gli strumenti informatici con cui noi descriviamo e comunichiamo il nostro patrimonio sono veramente fuori tempo. Continuiamo a lavorare con degli strumenti, continuiamo a lavorare per lo più con degli strumenti che risalgono all'epoca in cui i database relazionali servivano per gestire dei magazzini di bulloneria. Solo che noi al posto dei bulloni abbiamo, come dire, indicizzato delle parole, attenzione, non dei concetti, ma delle parole, e continuiamo a pensare che questi siano degli strumenti euristici di una qualche utilità. In realtà, che dire, abbiamo solo allargato sicuramente le possibilità di accesso al patrimonio, ma abbiamo enormemente impoverito la ricchezza informativa dei nostri strumenti appunto di consultazione, descrizione e comunicazione del medesimo. Mi viene in mente qui una frase famosa che è attribuita a Pablo Picasso, il quale diceva: i computer non servono a niente, sanno dare solo risposte. È proprio questo, come dire, rigido, rigoroso determinismo della ricerca effettuata con gli strumenti che per lo più abbiamo a nostra disposizione che determina questo impoverimento complessivo. Peraltro questi stessi strumenti hanno anche degli altri effetti che non vedrei con un occhio altrettanto negativo. Ad esempio, la ricerca in rete con uno strumento, banalizzo naturalmente, tipo Google, ha indotto del pubblico l'idea che si possano tranquillamente travalicare i limiti di genere, disciplina, oggetti, competenze. Se io digito un nome su Google, trovo nello stesso momento la mappa della via che è intitolata a quel personaggio, la scheda su Wikipedia con la biografia del personaggio stesso, la recensione di una pizzeria che si trova nella via con il nome di quel personaggio e il nome di un dentista che ha combinazione allo stesso nome del personaggio e che esercita chissà dove. Questo ha delle conseguenze sul modo in cui il pubblico naturalmente interpreta il nostro patrimonio. Noi siamo abituati a
eravamo abituati a considerarlo rigorosamente suddiviso in grandi tipologie, no? Gli archivi, le biblioteche, il patrimonio museale, eccetera. Questo per il pubblico normale, non solo per il cittadino incolto, ma anche per l'utente colto e smaliziato, ormai è un discorso privo di significato. Il patrimonio è patrimonio, tout court. Bene, io penso di aver concluso la pars destruens del mio discorso. Mi piace concluderla con come dire, una immodestia talmente evidente da diventare paradossale, ricordando il buon Platone che 2500 anni fa si strappava i capelli perché eravamo nella fase di passaggio dalla trasmissione orale della conoscenza alla fase in cui la conoscenza cominciava a essere trasferita in forma scritta. E la perdita del rapporto diretto discepolo-maestro sembrava come dire, la fine della conoscenza. Beh, tutto sommato penso che nei 2500 anni più o meno successivi un po' di conoscenza, un po' di cultura siamo riusciti a farla lo stesso, e quindi forse non era davvero la fine del mondo. Così come non è la fine del mondo oggi tutto ciò che io ho provato a sintetizzare in precedenza. Allora come possiamo invece cominciare la pars construens dell'intervento? Beh, dobbiamo dirci naturalmente che dobbiamo provare a cambiare paradigma rispetto a ciò che abbiamo fatto finora. Come? Beh, innanzitutto dobbiamo sempre, continuamente e a maggior ragione in questa fase, tornare a chiederci perché e per chi lavoriamo, perché e per chi conserviamo, perché e per chi descriviamo, valorizziamo e comunichiamo. Non è detto che perché e per chi siano scolpiti nella pietra e siano sempre uguali a se stessi. Però queste due domande, perché e per chi, sono meritevoli e degne di un convegno a sé, e quindi come dire, mi sarà consentito sorvolare su questo punto. Ciò su cui invece vorrei soffermarmi un momento prima di chiudere è: con quali strumenti? Allora, ho fatto prima una filippica forse anche un po' come dire, eccessiva sulla vetustà e obsolescenza degli strumenti tecnologici di cui abitualmente ci serviamo. Bene, sul mercato della conoscenza c'è una pluralità di strumenti che possono invece aiutarci a costruire nuove tecniche di descrizione, valorizzazione e comunicazione del nostro patrimonio. Cristina Bianchi ci ha appena fatto intravedere una via possibile. Siamo qui ospiti a Torre Pellice di chi in questo momento sta facendo un grande sforzo in questa direzione, provando a
descrivere e comunicare il patrimonio culturale valdese con strumenti indubbiamente innovativi, che tengono conto di moltissime delle criticità di cui ho parlato prima e che tra l'altro, come dire, si pone espressamente la sfida di superare le tradizionali barriere fra tipologie differenti di patrimonio per consentirne una lettura unitaria. Abbiamo davanti a noi le sfide del web semantico. Abbiamo strumenti che consentono di estrarre conoscenza formalizzata dal linguaggio naturale. Abbiamo sistemi esperti e di intelligenza artificiale che sono in grado di imparare e quindi di valorizzare e mettere a disposizione della collettività le esperienze di ricerca, i legami, i contesti e le connessioni che archivisti, conservatori e ricercatori hanno percorso durante il loro lavoro. Abbiamo infine chi mi conosce sa che questa è un mio chiodo fisso, un mio pallino. Abbiamo degli strumenti che ci consentono di lavorare con delle logiche che vengono chiamate logiche fuzzy, diverse dalla logica binaria tradizionale vero e falso, e che, se ho imparato qualcosa come dire, dagli antichi insegnamenti di archivistica e dalla mia carriera professionale, si attagliano alla realtà dell'archivio molto più di quelli come dire, basati su una logica a due vie, vero-falso, acceso-spento, 0-1. In ambito archivistico so che Stefano Vitali ieri è stato torturato sul tema delle RIC, che sono esattamente uno strumento che va in questa direzione, una direzione che complessivamente possiamo definire come una direzione di arricchimento degli strumenti e delle descrizioni che noi mettiamo a disposizione, un arricchimento che, come dire, ha l'obiettivo di contrastare invece quelle pulsioni alla semplificazione di cui parlavo all'inizio. Accanto a questi strumenti, sempre più nell'ambito del patrimonio si fa strada il concetto di narrazione, cioè sempre più il patrimonio viene comunicato attraverso gli strumenti della narrazione, che è uno strumento, come dire, complementare, non risolutivo, ma foriero sicuramente di un importante arricchimento, perché alla fine ciò che noi dobbiamo e possiamo fare è restituire complessità al nostro patrimonio, alle sue relazioni, ai legami che lo connotano, ai contesti. Si può fare. Time Machine è una bella sfida in questa direzione, ma c'è un'ultima cosa che vorrei dire. Non è più in un mondo reticolare
opera di singoli, è necessariamente ormai l'opera di una intelligenza collettiva. E ce lo insegnano proprio le grandi piattaforme in rete che tutti quanti usiamo ogni giorno. La stragrande maggioranza della informazione, della conoscenza che è sedimentata all'interno di queste piattaforme è generata dagli utenti stessi delle piattaforme, non dai gestori delle piattaforme medesime. È come in alcune arti marziali orientali. È la forza dell'avversario che mi aggredisce che io utilizzo per metterlo a terra. Questo è, come dire, l'approccio e la metodologia che siamo, a mio parere, inesorabilmente invitati ad attuare. Mi piace finire con, come dire, con un'ultima osservazione su un tema che so che è molto caro all'amico Daniele Giallà che ho visto arrivare. Mi piace pensare, mi compiaccio di pensare che questo sia, come dire, in sintonia con ciò che la Convenzione di Faro sul patrimonio culturale sostiene e ha introdotto. Ovvero il patrimonio non è una cosa immutabile che una classe di bramini definisce e descrive a beneficio del resto della collettività, ma è una comunità che collettivamente contribuisce a definirlo, a descriverlo, a narrarlo e in buona sostanza a farlo proprio. Grazie.